Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez une tendance à être dans un contrôle excessif, que vous avez ce côté control freak, comme on dit en anglais, restez avec moi parce que c'est le thème du jour dans le podcast Élévation. Alors souvent, on va entendre le fameux «Oui, mais faut lâcher prise». OK, d'accord, merci, j'y avais pas pensé avant, c'est sympa. C'est vrai que si c'était plus simple, je l'aurais déjà fait. En vrai, on part déjà du postulat que ce sera compliqué, donc forcément, notre mental ne va, faire absolument aucun effort dans ce sens-là parce que lui, il est partisan du moindre effort. Donc si on se dit déjà que ça va être compliqué, lui, il va choisir la voie de la simplicité et il va se dire: «Oh, ben, on va rester comme on est, c'est très bien, zone de confort, ça me va». Donc on ne change pas. Et parfois, on a besoin de changer pour son propre bien, pour sa propre santé physique, mentale, émotionnelle, et cetera. C'est surtout pour soi déjà qu'il faut entamer des changements qui vont venir se répercuter positivement ensuite sur l'extérieur. Il y a un épisode sur le lâcher prise sur ce podcast, c'est l'épisode 18 qui date de 2020 quand même déjà. Mais voilà, au cas où, vous le saurez, je vous partage l'information, même si on va quand même aussi en parler un petit peu ici, surtout sur la fin de l'épisode. Alors, c'est quoi le programme de cet épisode justement? On va, dans un premier temps, définir ce qu'on entend par hyper-contrôle, essayer d'analyser d'où peut émerger cet hyper-contrôle, où est-ce qu'il prend naissance, quelles en sont les conséquences et qu'est-ce qu'il va venir combler. Et ensuite, on verra quels bénéfices on peut tirer tout de même de cet hyper-contrôle, parce que tout n'est pas à jeter. Et on terminera par quelques conseils et pratiques concrètes pour venir apaiser ce trait, de personnalité qui s'est développé avec le temps, surtout si c'est quelque chose qui a tendance à vous, bouffer la vie, voilà. Alors c'est parti, on va entrer dans le vif du sujet. L'hypercontrôle, il peut prendre plusieurs formes. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, on va être en plein dans le cœur de l'actualité, les nouveaux épisodes de la série Bref, la série qui a été créée par Kian Kojandi. Il a sorti la saison 2, 10 ans après, la première saison et le premier épisode, à titre d'info, est disponible gratuitement sur YouTube et ensuite c'est sur la plateforme Disney+. Perso, je vous la recommande, surtout si vous êtes dans la trentaine bien avancée parce qu'il y a beaucoup de profondeur et d'intelligence dans les thématiques qui sont abordées et qui sont finalement universelles. Les rencontres, l'amour, la famille, le deuil, les amitiés, le travail et cetera. Donc bref, justement, si je vous parle de ça, c'est parce que dans cette saison, on voit le personnage principal avoir des TOC. Donc, les troubles obsessionnels du comportement. Il a besoin, par exemple, de vérifier plusieurs fois que les boutons de sa gazinière sont bien fermés, que la porte d'entrée est bien verrouillée, etc. Et ces TOC sont le reflet d'une grande anxiété et ça fait partie de l'hypercontrôle. Peut-être que vous n'avez pas de TOC, mais que vous êtes aussi dans l'hypercontrôle. Je reviendrai brièvement plus tard dans l'épisode sur les TOC parce que j'en ai eu, donc ça me parle. Si je fais cet épisode, c'est pas un hasard. J'ai une tendance à l'hypercontrôle sur laquelle je travaille depuis quelques années et ça commence à porter ses fruits. Donc, je pense que c'est le moment que j'aborde ce sujet sur le podcast. L'hypercontrôle, c'est un mécanisme de défense pour se protéger. C'est cette illusion que si on prévoit tout, si on planifie tout dans les moindres détails, si on anticipe tout, alors rien de grave ne peut nous arriver. Pour beaucoup, et c'est mon cas, elle va trouver sa source dans l'enfance. Si vous avez grandi dans un environnement instable, voire chaotique, cet hyper-contrôle, c'était votre moyen de garder un cap pour survivre et pour avoir un semblant de maîtrise sur votre vie. Dans mon cas, pour parler concrètement, j'ai grandi avec des parents qui déjà m'ont eu très jeune. Je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents paternels. J'ai vécu beaucoup de déménagements, de changements d'école. Et puis toujours très jeune, mes parents ont divorcé et ces mêmes parents se sont perdus dans leur propre vie. Mon père, c'était la fête, les excès, les copains et l'alcool. Et ma mère, ça a été les, comment dire? Des relations, toxiques, la drogue et la bipolarité qui s'est manifestée, quand elle avait à peu près 30 ans. Donc le tableau n'était pas, jojo, vous voyez? Et moi dans tout ça, je j'observais que tout s'effondrait autour de moi. Je prenais des responsabilités qui ne m'appartenaient pas. Je m'inquiétais pour mes parents. En fait, j'étais le parent et du coup, mon moyen de protection et de survie, ça a été de développer un hyper contrôle pour avoir l'impression de maîtriser ma vie. Et j'ai pas le contrôle sur l'extérieur, mais je peux avoir le contrôle sur moi. Je pense que c'est ce que je me suis dit à ce moment-là.
Et c'est comme ça que j'ai compris et que j'ai pu, identifier pourquoi j'avais ce côté contrôle fric. Parce que ça vient toujours de quelque part, il y a pas de hasard, il y a forcément, des événements, un événement ou une suite d'événements dans nos vies qui ont, développé des côtés un petit peu, comment dire? Obsessifs, dans nos vies. Et donc c'est des mécanismes de protection. Donc souvent, pas toujours, hein, mais très souvent, la source, elle est dans l'enfance, dans les traumatismes vécus qui vont causer en fait ce type de comportement. On va vouloir éviter l'imprévu et aussi et surtout, on va vouloir s'adapter. C'est vraiment une stratégie d'adaptation dans un environnement instable, voire parfois hostile pour rester, en vie et en sécurité. Donc déjà, vous pouvez remercier votre enfant intérieur, si pour vous ça prend source aussi dans l'enfance, qui a fait du mieux qu'il ou qu'elle pouvait afin de naviguer plus sereinement dans sa propre vie, entouré par des adultes parfois, immatures, perdus dans leur propre vie et qui n'ont pas, toute leur possession pour prendre soin d'un enfant. Et vous pouvez venir rassurer cet enfant intérieur aujourd'hui parce que c'est toujours une part de nous, l'enfant intérieur, on grandit avec cette part en nous, elle est toujours là et lui dire qu'aujourd'hui tout va bien, vous êtes devenu votre propre parent et le rôle de cet enfant intérieur n'est plus de se protéger, vous êtes l'adulte qui le protège désormais. Pourquoi un enfant va développer l'hyper-contrôle? Ou même un adulte? Mais comme j'ai dit, c'est très, très souvent dans l'enfance. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui prennent, racine dans l'enfance, hein, il y a pas de mystère et dans nos relations avec nos parents, hein. Je rappelle, que la pyramide des besoins de Maslow, après avoir satisfait le premier besoin que sont les besoins physiologiques, donc boire, manger, dormir et cetera, vient le besoin de sécurité. Or, l'incertitude d'un environnement instable ne vient pas nourrir ce besoin de sécurité. La sécurité, elle aime ce qui est prévisible. Il y a une peur sous-jacente de l'inconnu derrière et quand on ne sait pas ce qui va arriver, ça peut créer une profonde angoisse et l'inconnu est alors vécu comme une menace. Et dans l'enfance, si vous vous êtes reconnu dans ce que je vous ai partagé de ma propre vie, quand on vit ce genre d'événement, on peut se sentir impuissant. Il y a tout qui part en vrille autour de nous et on n'arrive pas à l'empêcher. Et inconsciemment, on commence donc à penser que le contrôle va nous éviter une nouvelle crise. Il n'y a pas de sécurité à l'extérieur, alors je me crée ma propre sécurité intérieure et elle va s'exprimer par le contrôle excessif, l'hyper-contrôle et je fais du mieux que je peux avec ce que je sais, avec mon niveau de conscience du moment. Donc déjà, si vous avez vécu une enfance avec des expériences traumatisantes, vous pouvez être fier de vous pour ce mécanisme que vous avez su développer, même s'il n'est pas toujours très sain ni parfait, et qui vous a sûrement sauvé. Maintenant, il faut comprendre que vous n'en avez plus besoin et ça peut être un long travail de déconditionnement. En fait, l'hypercontrôle, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'expression de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas correct dans notre environnement. Et là, je vais revenir sur mes tocs et sur la série Bref, ce sera peut-être plus parlant. À un moment dans la série, je vais pas vous spoiler, mais le personnage n'a plus ses tocs de vérification. Lorsqu'il les a, le contexte, c'est quoi? Il a plus de travail. Sa situation financière est négative. Il vient de se faire larguer. Il y a tout qui s'effondre autour de lui. Et c'est quand il vient remettre de l'ordre dans sa vie et comprendre certaines choses sur lui que ces tocs vont cesser. Pour moi, j'ai eu par moments dans ma vie des tocs. Ça a duré, une longue période. En fait, j'aimais pas, j'avais fait une obsession sur les chiffres pairs. J'aimais pas les chiffres pairs. Je faisais des calculs interminables dans ma tête pour tomber sur un chiffre impair. Je voyais l'heure sur un réveil, je comptais. Je voyais une plaque d'immatriculation, je comptais. Je comptais même le nombre de mots dans une phrase. C'était infernal. Aujourd'hui, je saurais pas vous dire depuis combien de temps je fais plus ça, mais ça fait quand même un petit moment déjà. Parce que je pense que j'ai développé une sécurité intérieure différente avec moi-même, qui n'a plus besoin de passer forcément par l'hyper-contrôle, qui est donc beaucoup plus saine dans sa manifestation, dans son expression. Et donc ces tocs n'ont plus lieu d'être et ils ont disparu naturellement quand j'ai trouvé cette sécurité avec moi-même, indépendamment de l'environnement dans lequel je suis, de ce qui m'entoure, et cetera. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, pas du tout. C'est un long travail que j'ai entamé sur moi-même depuis, plus de 7 ans. C'est un travail d'exploration, de pratique que j'ai testé, que j'ai mis en place avec des hauts et des bas, avec des cyclicités, de la thérapie aussi avec une psychologue qui m'a aidée, à voir des choses que je ne pouvais pas voir seule. Il y a absolument aucune honte à se faire accompagner, bien au contraire, parce qu'il y a plein d'angles morts dont dans notre monde intérieur
que nous ne voyons pas, auxquels nous n'avons pas accès sans cet œil-là expert. Donc vraiment, ça peut vraiment sauver des vies de se faire accompagner. Donc voilà un petit peu pour le tableau, de l'hypercontrôle et maintenant on va un peu lister les conséquences que ça peut, engendrer parce qu'elles sont variées. Je vais pas faire une liste complète, mais je vais en sortir, quelques-unes. Donc déjà, il y a, de la rigidité. Donc parfois, on a tellement vécu de choses incontrôlables dans l'enfance qu'on entre dans l'opposé à l'âge adulte. On va tendre à une vie plutôt linéaire, prévisible, avec, une routine rigide, ce qui n'est pas forcément mieux parce qu'on va dans l'extrême opposé et la vie est cyclique, la vie est impermanente, donc quand on opte pour une vie toute tracée, on est en quelque sorte en opposition au vivant. On se laisse plus surprendre et souvent on s'éteint en fait. On se contente juste d'exister, on n'est plus vraiment en possession de notre vie. J'ai essayé de me mettre dans une discipline personnellement, une discipline qui va pas dépasser du cadre, mais je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas et que c'était pas viable pour moi sur le long terme. Déjà parce que c'est contre nature. En tant que femme, je suis cyclique par nature, j'ai des cycles et en plus, on vit dans un monde qui l'est aussi avec les saisons et j'ai dû ajuster. J'avais pas envie que tous mes jours se ressemblent. J'ai des repères routiniers qui me font du bien et qui me suffisent, mais vraiment, je ne m'enferme plus dans rien parce que sinon je prends plus de plaisir et le plaisir, c'est important. On n'est pas des robots et je veux vraiment que le plaisir reste une boussole dans ma vie et ne pas, en fait, m'enfermer dans des routines qui sont limitantes et qui m'empêchent, en fait, d'expérimenter, toute la magie de la vie à travers, son côté imprévisible. Donc voilà, si vous avez tendance à être trop rigide, ça peut être une des conséquences, et l'expression en fait de votre hyper-contrôle. Aussi, quand on a tendance à être dans la planification extrême. Vous savez, les emplois du temps, millimétrés, des checklists interminables, une surorganisation, on va éviter les creux, on va éviter le vide. Parce que, on contrôle pas ce qui pourrait se passer, dans ces trous dans l'emploi du temps et on n'a surtout pas envie généralement de s'asseoir avec soi-même et de commencer à réfléchir aux grandes questions de la vie parce que ça pourrait être dangereux. On pourrait avoir envie de tout remettre en question. Donc, on veut pas venir mettre, de l'incertitude dans notre quotidien, donc on s'occupe tout le temps. Donc ça aussi, la planification extrême, l'organisation extrême, ça peut être une expression de l'hyper-contrôle. Également un besoin de tout rationaliser et de tout comprendre. On a besoin de nourrir le mental, quitte à rester bloqué dedans et de se couper en fait de ses ressentis physiques. On va avoir besoin de tout analyser, de tout structurer, d'avoir des réponses. Et il y a forcément, une explication à tout. Sauf que non. Parfois dans ce monde, il y a des choses qui dépassent notre compréhension humaine et qui ne s'expliquent pas forcément. En tout cas, c'est ma propre croyance. Mais du coup, quand on est dans, l'hyper-contrôle, on a un besoin extrême de logique. L'inconnu, il va venir alimenter notre anxiété, alors on veut comprendre parce que quand on comprend, on est en contrôle et donc cette hyper-rationalisation, elle peut aussi s'expliquer par le conditionnement, qu'on a reçu dans notre éducation, dans l'enfance. Si on a baigné dans un environnement où l'intellect était mis en avant au détriment des émotions et ben, on va privilégier la logique, la performance et on va venir plutôt étouffer le ressenti et l'intuition et on peut aussi sentir que l'on a des choses à prouver pour justement ne pas ressembler et ne pas être identifié à l'environnement duquel on vient. Donc pareil, ça, il faut gratter, il faut voir un petit peu, d'où on vient. Donc la rigidité, la planification et l'organisation extrême, le besoin de tout rationaliser, de tout comprendre. Aussi la peur de l'échec. On veut absolument éviter les erreurs, on veut éviter les couacs, sauf que l'échec est sain. Et comme l'a dit, il y a une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup: «Les bonnes décisions viennent de l'expérience vient des mauvaises décisions». L'échec, il est sain, il est même vital. C'est juste qu'on vit dans une société qui n'a pas cette culture de l'échec. Vous n'avez pas raté votre vie parce que ce projet n'a pas abouti, parce que vous avez dû mettre la clé sur la porte, parce que cette relation n'a pas fonctionné ou que sais-je. Ça ne remet absolument pas en question votre valeur. Il y a rien qui puisse remettre en question votre valeur. Votre valeur, elle est bien ancrée, elle est en vous et elle le restera. C'est juste la conscience que vous avez de votre valeur qui peut fluctuer. Et
c'est pas votre valeur en elle-même qui fluctue. Moi, par exemple, je sais pas vous, mais moi, c'est pas les discours parfaits qui vont me toucher. Ce sont les partages d'expériences humaines auxquels je vais m'identifier parce qu'on a tous des failles et je pense à une autre citation de Rumi: «La blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous». Sans nos failles, en fait, on se donne pas l'opportunité de venir éclairer nos zones d'ombre et de venir, en fait, nous regarder dans toute notre complexité, dans toutes nos polarités et vouloir absolument être contre, nos parts plus sombres et notre ombre, ce n'est pas la solution parce qu'on n'évolue pas en restant uniquement dans sa lumière. On reste pas en s'exprimant seulement à travers des masques. C'est pas ça le vrai nous. Donc, il faut vraiment avoir le courage d'aller regarder en soi, même ce qui nous fait un peu peur, même ce qui ne nous plaît pas trop. Donc, c'est une liste non exhaustive, comme je l'ai dit, des conséquences engendrées ou l'expression de l'hypercontrôle. On pourrait continuer à lister des points, mais on va s'arrêter là et on va poursuivre vers plus de pratiques, de concret. Comment est-ce qu'on vient apaiser ce besoin de contrôle et comment on vient retrouver un équilibre plus sain et écologique pour soi et aussi pour les autres parce que ça va venir impacter l'extérieur. Parce que oui, on peut avoir aussi tendance à vouloir contrôler la vie des autres et ça peut vite devenir infernal. Donc le contrôle, il a mauvaise presse, mais il n'a pas que des côtés sombres. En coaching, j'ai souvent des clientes qui sont, un peu le profil contrôle freak et j'aime bien travailler avec elles sur, et si on allait regarder le côté lumineux du contrôle? Qu'est-ce que je peux tirer de positif de ce contrôle excessif? Parce qu'il n'y a pas que des inconvénients. Donc si vous êtes du genre à tout planifier, à anticiper les moindres détails, il est fort probable que vous soyez aussi une personne fiable et efficace. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, tous ceux qui sont, les leaders, les entrepreneurs, les chefs d'orchestre et cetera, ils ont tous une dose de contrôle en eux. Donc savoir garder la maîtrise, c'est aussi savoir mener un projet à bien, éviter les erreurs et faire face aux imprévus avec un maximum d'informations et de cartes en main. Donc cette tendance au contrôle, elle peut aussi apporter un sentiment de satisfaction. Imaginez, ben, vous allez organiser un voyage, tout va se dérouler parfaitement, vous allez préparer un événement, en pensant à toutes les éventualités, vous allez éviter les accros, vous allez mener un projet professionnel avec beaucoup de rigueur. Tout cela, ça va vous procurer une forme d'accomplissement qui est positif. Mais comme toujours, c'est une question de dosage. Si le besoin de tout contrôler devient un fardeau et que vous sentez que vous ne vous autorisez pas suffisamment à vivre et à vous laisser surprendre par la vie, eh ben, il est temps de trouver un équilibre un petit peu plus sain pour vous. Alors voici quelques pistes concrètes que j'ai moi-même explorées pour adoucir ce côté contrôle fric parce il a tendance parfois à devenir invivable pour moi-même et pour les autres. J'ai même un de mes ex qui m'appelait Dragono, le petit dragon, tellement j'étais dans le contrôle et puis, bah, c'est aussi grâce à cette relation que j'ai réalisé beaucoup de choses donc je remercie toujours toutes mes relations passées parce qu'elles sont, de véritables enseignantes. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est sans surprise l'introspection. Si vous écoutez ce podcast depuis, le début de son lancement en 2020, vous me connaissez. La voix, c'est toujours la même. S'observer dans son quotidien, introspecter, c'est-à-dire entrer en contact avec son monde intérieur et aller en profondeur, pas juste rester en surface. Ce qui va mener à des prises de conscience, on va faire remonter des choses dans notre champ de conscience et à partir de là, ça va nous permettre de venir faire des ajustements dans notre vie, de ne pas rester dans, «je sais, j'ai compris» parce que tout ça, si vous n'en faites rien, ben, on s'en fout un peu, ça va pas vous amener, quelque part de rester dans l'information. Donc il faut avoir après le courage de venir faire des ajustements dans la vie, étape par étape. On n'a pas besoin de tout révolutionner d'un coup, c'est pas le but. On y va petit à petit. Donc, qu'est-ce que je peux venir changer? Quelles décisions je peux prendre? Qu'est-ce que je peux venir tester dans ma vie pour tenter d'en finir avec des schémas passés et des réponses traumatiques qui aujourd'hui sont obsolètes pour l'adulte que je suis? La mise à jour, elle va pas se faire que dans le mental, mais elle va surtout se faire dans la vie quotidienne. C'est intéressant ici aussi de venir creuser les peurs parce que souvent nos peurs, même si on cherche à les étouffer, notamment avec un hyper contrôle, elles ne vont pas disparaître. Au contraire, elles vont venir se cristalliser dans le corps et en arrière-plan, on va, entretenir des pensées parfois inconscientes qui vont venir refléter ces peurs. Donc on va vibrer
la peur. Et il se peut qu'en vibrant la peur, on finisse par attirer ce dont on a peur, parce qu'on attire ce que l'on vibre. C'est la loi d'attraction, n'est-ce pas? On en avait parlé aussi, dans le podcast. Donc, essayez d'identifier la source de votre hypercontrôle. Est-ce que je pense que ça pourrait venir de mon enfance? Est-ce que c'est un événement en particulier dans ma vie qui aurait pu déclencher ce besoin d'hypercontrôle? Est-ce que c'est plutôt lié à mon environnement professionnel? Est-ce qu'un jour, je me suis autorisée à perdre le contrôle et j'en ai souffert? Je pense notamment, au domaine amoureux, par exemple. Souvent, quand on est amoureux, on va s'abandonner à une relation et puis un jour, il y a le risque qu'elle se termine et puis qu'on en souffre et on ne veut plus jamais revivre ça. Donc on pense plus au bien que ça nous a apporté, mais à tout le mal qu'elle nous a fait et on s'enferme. On construit des grandes murailles autour de soi, on garde le contrôle en étouffant nos ressentis, il faut surtout rien ressentir et on va même fuir dès qu'on sent qu'il y a une faille, une brèche qui est en train de s'ouvrir et on va s'isoler. On se coupe de ça parce qu'on ne veut pas, revivre une potentielle souffrance. Mais la vie, ce n'est pas ça. Aimer, c'est prendre un risque. La vie sans amour, c'est pas humain. On a besoin d'amour. Donc si vous luttez contre l'amour ou contre toute autre chose, il y a quelque chose à venir gratter, c'est certain. Voilà. Aussi, il y a cette question qu'on peut se poser: «Est-ce que j'ai peur de ne rien devenir?» Parce qu'il y a cette quête aussi dans notre société, faut devenir quelqu'un. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais faut devenir quelqu'un, faut réussir sa vie. Vous me voyez pas, mais je mets des guillemets en geste quand je dis réussir sa vie, parce que c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas cette phrase. En fait, il faut réussir selon les codes de la société, selon la norme, selon des possessions matérielles, selon des statuts sociaux. Et c'est vraiment libérateur de venir se déconditionner de tout ça, parce que ça met beaucoup de pression pour rien. Donc voilà, venez creuser, venez introspecter, venez détecter des croyances, venez, nommer vos peurs, enlevez le masque de l'ego et regardez-vous vraiment, mais avec bienveillance, sans jugement, parce que tous les mécanismes et toutes les stratégies que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui n'avaient qu'un seul but, vous protéger. Ça a pu basculer à l'extrême et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer, notamment grâce à la neuroplasticité. Rien n'est figé. Vous pouvez développer une nouvelle façon de penser avec un nouveau système de croyance qui va être plus sain, plus porteur, plus élévateur pour vous. Et aussi grâce à la conscience de soi. Mais pour ça, il faut accepter une part du deal qui est de venir creuser et d'accueillir nos parts les moins lumineuses. Voilà. Aussi, ce que je voulais vous partager, c'est d'accepter l'incertitude, de plus la voir comme une ennemie, mais comme une alliée. Parce que la vie, par essence, est imprévisible. Et c'est ça qui, pour moi, en fait toute la richesse. Imaginez que vous arriviez dans ce monde, on vous donne un plan précis de ce qui va se passer, et vous savez tout d'avance. Il n'y a pas de bande-annonce, vous avez direct le scénario à la lettre près. C'est chiant quand même, c'est ennuyant. Il y a plus de place pour l'inattendu, tout est déjà tracé, il y a plus de place non plus pour la croissance et l'évolution. Perso, moi, je trouve ça triste parce que, personnellement, si j'étais pas partie à l'autre bout du monde plusieurs fois, si j'avais pas tout claqué du jour au lendemain plusieurs fois, si j'avais pas osé me lancer parce que j'écoutais mes peurs, bah, la version de moi d'aujourd'hui, elle n'existerait pas et ce podcast, n'aurait jamais vu le jour. Vous seriez pas en train de m'écouter et j'aurais peut-être évité certes certaines expériences désagréables, mais pour rien au monde je changerais mon parcours parce que ce sont justement ces expériences qui m'ont permis d'apprendre. Ce sont ces échecs qui ont été mes plus grandes sources d'apprentissage et c'est très précieux. Et même en envisageant tous les scénarios possibles, la vie m'a prouvé maintes et maintes fois qu'elle avait beaucoup plus d'imagination et de créativité que moi, et tant mieux. Je lui en suis très reconnaissante. C'est une belle danse. Parfois, ben, on va se marcher sur les pieds, on va être maladroit. Et puis parfois, on va être parfaitement dans le tempo, dans le rythme, et puis on va fusionner. Et c'est ça qui est beau. Quelque chose aussi de très concret, mais qui paraît un petit peu abstrait dit comme ça va être d'être présent à la vie, de pratiquer la pleine conscience du moment présent. On a tendance par défaut à vivre, en pilotage automatique. On va pas se poser la question si, on doit aller, se doucher, se laver ou si on doit se brosser les dents. Ces gestes, ils ont été tellement répétés depuis, qu'on est tout petit, qu'ils sont ancrés dans notre système. On se pose plus la question.
C'est pareil avec nos croyances. Quand pendant, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, on a toujours pensé pareil, de la même façon, on a toujours cru aux mêmes choses, venir déconditionner, ça va pas se faire en quelques minutes. Il y a un travail de dépouillement qui va être plus ou moins long et ça va commencer par la prise de conscience du moment présent parce qu'on vit beaucoup dans nos têtes, on dialogue énormément avec notre mental, on se raconte beaucoup d'histoires à longueur de journée. On rumine le passé que ce soit, ce qui a été dit hier soir au dîner ou bien, il y a 8 ans en arrière. On fait des projections sur l'avenir, on interprète tout et surtout ce que les autres pourraient répondre ou penser si on venait leur exprimer ce que l'on aurait vraiment envie de dire. On est toujours en train, d'essayer, d'être des médiums, de deviner ce que les gens vont nous dire, alors qu'on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Du coup, les relations, elles vont être faussées. Notre existence ne devient pas le reflet de notre authenticité et chaque jour recommence la pièce de théâtre où chacun joue son rôle à la perfection sans rien laisser dépasser. Et c'est pas ça la vie, encore une fois. Plus on développe sa capacité à être dans le moment présent, plus on vit pleinement, plus on apprécie aussi les choses simples de la vie et plus on cultive la gratitude. Et ça va venir faire baisser notre stress, notre anxiété, notre angoisse et on en a besoin parce qu'on vit dans un monde très stressant où on est sursollicité et on est dans la surconsommation. Tout l'enjeu, c'est de savoir justement, consommer moins et consommer plus conscient et commencer déjà par consommer la vie en elle-même dans l'instant présent. Dans mon parcours, c'est passé par plusieurs choses, plusieurs pratiques, la méditation, le yoga, la marche en nature et l'écriture notamment. Je ne fais pas ça tous les jours. Je vais mixer au gré de mes envies, au gré de mes états émotionnels. Je sais que j'ai ces outils quand je m'observe que je suis être trop dans ma tête, quand mon corps, il va aussi venir m'exprimer, des inconforts, des douleurs qui, je sais, vont être liées à du stress et cetera. Donc je vais piocher dans ma petite boîte à outils et je vais, expérimenter ces choses-là. Il y a pas une recette magique universelle. Il y a des pratiques à tester, à intégrer et à adopter si on observe qu'elles nous font du bien, qu'elles nous apaisent, qu'on se sent mieux après les avoir, expérimentées. Et ce processus de répétition pour que ça devienne des comportements automatiques, mais cette fois-ci qui vont être plus sains. Il y a aussi nos sens qui nous aident beaucoup à être présents. Par exemple, quand vous vous sentez stressé, essayez de faire une pause, mettez peut-être un timer, un compte à rebours de 5 minutes ou même juste 2 minutes sur votre téléphone et venez vous concentrer sur les bruits que vous entendez dans votre environnement, sur les odeurs que vous pourriez sentir, sur, les choses que vous voyez en face de vous. Essayez d'activer vos sens et ça va venir vous emporter dans le moment présent. Et si avec ça, vous arrivez à ajouter une respiration consciente, et ben là, c'est parfait parce que la respiration est un très bon indicateur de notre façon de naviguer dans notre vie. Est-ce que j'ai tendance à être en apnée? Est-ce que des fois je réalise que en fait je respirais pas et je prends une grande inspiration? Est-ce que, j'ai une respiration saccadée ou au contraire, est-ce que j'ai une respiration plutôt apaisée? Tout ça, c'est des bons indicateurs de comment on expérimente notre propre vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à beaucoup de pratiques qui se sont démocratisées. À nous de savoir en tirer parti pour préserver notre santé. Ne restez pas dans le piège de toujours consommer plus de contenu pour avoir plus d'informations et de terminer un livre et de dire: «OK, ouais, ça c'était très bien, maintenant je sais ça». Venez l'appliquer dans la vie, sinon ça sert à rien. Dernier petit point, je vais vous parler aussi du fait de déléguer et d'apprendre à faire confiance. Quand on a été déçu par des gens dans la vie et notamment par des proches et en premier lieu par nos parents qui sont censés, être nos guides, nous protéger, nous aimer, il peut être très difficile de faire à nouveau confiance. On a une blessure de trahison en nous et on a tendance à tout vouloir faire tout seul, à demander l'aide de personne, à n'accepter l'aide de personne et on pourrait même se sentir faible d'accepter, les mains tendues qui veulent nous aider. Résultat, on peut foncer tout droit vers le surmenage, vers l'amertume, vers la désillusion, vers tout plein d'émotions pas très chouettes. Parce qu'en plus, on peut avoir cette tendance à dire: «Mais personne ne m'aide» et en fait, on n'est pas objectif sur le fait qu'on refuse déjà nous-mêmes cette aide. Donc en même temps, on s'en plaint, mais à la fois, on la rejette. Et on veut aussi corriger les autres. On peut avoir cette tendance à vouloir toujours corriger les autres. Rien n'est jamais aussi bien que si on l'avait déjà fait, et cetera, et cetera. Pourtant, c'est un vrai soulagement de savoir s'entourer, de savoir déléguer et de donner sa confiance.
C'est prendre un risque de donner sa confiance à quelqu'un, mais comme dans tout, depuis, in utero, on a pris le risque de vivre et de sortir du ventre de nos mères pour venir vivre cette aventure qu'est la vie. C'est ancré en nous, dans notre système. Risquer d'aimer, c'est s'exposer potentiellement à souffrir. Risquer de s'ouvrir et d'être vulnérable, c'est prendre le risque d'être jugé et potentiellement moqué. Risquer d'être soi-même, c'est potentiellement décevoir les attentes des autres, et cetera, et cetera. La vie, par nature, est un risque et vous avez les ressources en vous pour affronter ces risques. Vraiment, ayez confiance en ça. Et enfin, je peux pas terminer cet épisode sans parler du fameux lâcher prise, brièvement. Donc dans l'épisode 18, sur le lâcher prise, justement, je vous avais parlé de l'ego, que la prise à lâcher souvent, bah, c'est en grande partie notre ego. Et je rappelle que je ne diabolise pas l'ego, on en a besoin, il est un très mauvais maître, mais un excellent serviteur. L'ego dans son ombre, ça va être plutôt l'expression de nos peurs et du coup, nos actions vont être dirigées par nos peurs et c'est bien dommage, nos décisions, nos choix. Il y a aussi un épisode sur l'ego, au passage dans le podcast, c'est l'épisode 19 qui suit, l'épisode sur le lâcher prise. Donc comment moi j'arrive à lâcher prise? Bah, il y a des jours plus faciles que d'autres, c'est certain. Je vais pas vous dire que j'arrive facilement à lâcher prise tous les jours parce que c'est pas le cas. Quand je vois que je monte trop dans ma tête toute seule dans mon coin, que, je vais me crisper, que je vais voir physiquement que je suis tendue, bah, je vais me demander: «Sur quoi est-ce que j'ai le contrôle dans cette situation finalement?» si je regarde les choses avec objectivité et avec un certain recul émotionnel. Est-ce que dépenser mon énergie dans des choses dont je n'ai pas le contrôle va aider en quoi que ce soit? Et j'aime bien aussi à ce moment-là me rappeler de situations dans la vie où j'ai douté et que finalement tout s'est très bien passé. Ça m'arrive d'envoyer, des vocaux à des amis et j'ai une amie en particulier qui me dit souvent: «Tu devrais enregistrer ce vocal» et ça va être un vocal où je vais justement verbaliser à quel point la vie me soutient quand je réussis à lâcher prise, quand je réussis à m'abandonner à la vie avec, confiance, patience et sérénité. Du coup, je réécoute ces vocaux aussi que je me suis gardés en favori, par exemple sur WhatsApp et ça me fait du bien, ça me permet de relativiser. Et puis il y a aussi toutes les pratiques que je vous ai partagées plus tôt, ben, dans lesquelles je vais piocher pour venir, redescendre du mental, me reconnecter au moment présent et être dans plus de conscience par rapport à ma vie et à moi-même. Voilà, je crois que j'ai bien développé, sur le sujet de l'hypercontrôle. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider, si besoin. Il y a des formes d'hypercontrôle qui nécessitent vraiment un accompagnement, thérapeutique. C'est souvent plus facile d'aller chercher des solutions miracles que d'avoir la patience d'expérimenter de nouvelles habitudes saines. Ne tombez pas dans ce piège. Toutes les solutions pour se sentir mieux dans la vie sont gratuites et à portée de main. La parole, l'expression, l'écriture, la nature, la respiration, la méditation, et cetera. Il y a pas d'excuse parce que quand on a le temps de scroller 1 heure sur les réseaux sociaux, on a le temps de prendre 5 minutes pour une méditation. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour ça, donc c'est vraiment à portée de tous. Pour des raisons, obscures dirons-nous, nous avons basculé aux antipodes de cette sagesse intérieure et intuitive, mais vous avez la capacité de reprendre votre pouvoir personnel. Votre sécurité, c'est votre ancrage, pardon, à vous-même, à votre monde intérieur et à la vie. Voilà. Donc je vous souhaite, une excellente semaine. N'hésitez pas si, il y a des choses, pas claires, s'il y a des questions ou des échanges qui ont envie de naître par rapport à cet épisode-là. Vous savez que je suis disponible sur Instagram ou, par email et puis prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.